Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucas Blancheton, je suis analyste actuaire au sein d'Accenture et merci d'assister à cette présentation de mon mémoire, une allocation stratégique d'actifs, une approche par reinforcement learning pour la LM. Donc, voici l'introduction économique du sujet. Bien que la situation économique ait évolué, l'étude se positionne au 31/12/2022 et comme vous pouvez le voir ici avec le graphe à gauche, nous nous situons donc dans un contexte de remontée rapide des taux d'intérêt, avec une hausse de plus de 300 bips. Deuxièmement, les assureurs vie dits traditionnels évoluent dans un environnement concurrentiel féroce. En effet, ils font face à l'inertie de leur poche obligataire et ne bénéficient pas aussi efficacement de la remontée des taux d'intérêt par rapport à des nouveaux acteurs, pouvant eux profiter de cette remontée rapide de taux. De plus, les produits bancaires ont vu leur taux rehausser, et notamment le livret A, qui est passé de 0,5% en 2022 à 3% en début 2023, ralentissant ainsi la collecte des fonds euros au profit des produits à vue, de dépôt à vue. On peut tout de même souligner l'effort des assureurs qui ont relevé le taux de rendement des contrats euros pour servir un taux plus intéressant, mais cela pose quand même des questions quant à la capacité des fonds euros à rester attractifs. C'est pour ça que l'enjeu de cette étude pour les assureurs vie, afin d'allier performance économique et respect des normes réglementaires, les assureurs vie notamment, doivent se tourner vers de nouvelles solutions pour rester compétitifs en explorant de nouveaux leviers, notamment sur la stratégie financière. C'est pour cela que de nouvelles solutions de machine learning et notamment de reinforcement learning qui permettent de prendre en compte l'évolution du contexte économique. Et c'est pourquoi que je vais donc m'intéresser à ce type de modèle. Donc voici le sommaire de cette étude. Nous commencerons donc par une définition ainsi que la description de la méthodologie de travail. Puis nous verrons une application de la solution retenue, un modèle de reinforcement learning dans le modèle épargne. Puis nous conduirons différents tests de sensibilité et d'impact afin d'évaluer la robustesse et la pertinence d'un modèle de reinforcement learning. Puis nous conclurons sur l'apport d'une solution par reinforcement learning. Donc voici la problématique et les enjeux de cette présentation. Dans un contexte concurrentiel féroce, comment l'assureur soumis à Solvabilité 2 peut-il optimiser sa stratégie financière par le biais de sa stratégie d'allocation d'actifs, tout en gérant de manière saine et optimale ses engagements dans un contexte de montée brutale des taux d'intérêt? Donc, le but de cette étude est de proposer une solution agile par reinforcement learning qui s'ajuste aux évolutions de marché et prend en compte un nombre important de paramètres. Et c'est pourquoi cette solution de reinforcement learning, elle sera proposée à cet assureur et elle sera donc comparée à sa stratégie d'allocation d'actifs usuelle afin de voir les différentes performances. Et à la fin, donc, nous statuerons sur l'apport de la stratégie par reinforcement learning afin pour l'assureur de garder un avantage concurrentiel. Définissons maintenant le cadre de cette étude. Comme dit précédemment, cette étude se positionne dans un contexte, dans un cadre Solvabilité 2 au 31/12/2022. Le bilan suivant a été construit sur une répartition classique d'un assureur vie français, périmètre épargne exclusivement. Et comme vous pouvez le voir, la majorité du portefeuille de cet assureur est constitué de contrats euros. Et ces contrats euros, on peut voir qu'ils ont été constitués lors de la période de Toba, avec une grande majorité de contrats en portefeuille qui possèdent un TMG net à 0%. Quant à l'actif, on peut voir que le portefeuille à l'actif de cet assureur est constitué majoritairement d'obligations et d'actions, et que la stratégie d'allocation d'actifs de cet assureur est une fixe mixte, donc une allocation statique. De plus, je vous invite à regarder ici le graphique en bas à droite. On peut voir donc l'impact de cette remontée brutale des taux d'intérêt, avec notamment des taux de moins-value latente pour la poche obligataire de cet assureur. Maintenant que nous avons présenté le contexte économique, présentons maintenant la solution retenue pour l'assureur, le reinforcement learning. Pour cela, il convient d'introduire deux entités, l'agent
et l'environnement. L'agent est tout simplement l'entité qui va prendre les décisions lors du processus d'apprentissage. Et dans notre étude, il pourrait s'associer à un gestionnaire de portefeuille qui décide des allocations d'investissement. Cet agent va évoluer dans un environnement qui englobe cet agent. Et en fait, c'est un ensemble d'informations qui va nourrir l'agent. Et dans le cas de cette étude, il s'agit du modèle épargne. Et donc, après avoir présenté ces deux entités, il convient maintenant de présenter trois éléments. En premier lieu, l'état, qui est tout simplement une fixation à un instant T de l'environnement, qui contient donc un ensemble d'informations pour nourrir l'agent. Et avec cet ensemble d'informations, l'agent va émettre une action qui est tout simplement une décision d'allocation d'actifs, donc un pourcentage, à un instant T. Et enfin, l'environnement, en recevant cette action, va émettre, pour guider l'agent, une récompense, qui est tout simplement un feedback pour orienter l'agent, pour savoir s'il a effectué une bonne ou une mauvaise action. Bien sûr, il s'agit d'un processus itératif jusqu'à un temps T voulu. Ici, dans notre étude, c'est un temps à 40 ans. Après avoir introduit le reinforcement learning, il convient maintenant de présenter l'algorithme central de cette étude, le Deep Deterministic Probability Gradient, ou DDPG, qui a pour but de fournir une solution optimale à ce erreur, tout en gardant un maximum de transparence. Pour cela, il convient en premier lieu de présenter deux réseaux de neurones, l'actor et le critique. L'actor est tout simplement l'agent qui va fournir les actions basées sur les états actuels. Tandis que le critique, lui, va évaluer les qualités des actions fournies par l'agent, et donc l'actor, et dans un but de maximiser une Q function. La Q function est tout simplement une fonction de qualité des actions fournies par l'agent. Ensuite, comme tout type de réseau de neurones, ces deux réseaux ont besoin d'une mise à jour de leur poids afin de corriger leur réponse. Et donc, avec le système de descente de gradient, les différents poids de ces réseaux de neurones sont mis à jour comme cela. Ensuite, pour éviter les effets de corrélation entre les différentes transitions, on introduit l'expérience replay qui va stocker donc les transitions état, action, récompense, nouvel état, et ainsi, pendant l'entraînement, produire des mini-lots aléatoires pour gommer ces effets de corrélation entre les différentes transitions. Et enfin, pour corriger les problèmes inhérents au réseau neuron de stabilité, on introduit le réseau actor et critique cible qui sont tout simplement une copie de l'acteur et le critique, sauf que leurs poids sont mis à jour plus lentement, permettant ainsi à l'algorithme d'être plus stable. Ensuite, pourquoi avoir choisi un tel algorithme? C'est tout simplement qu'il possède de nombreux avantages, et le premier, c'est qu'il est déterministe, c'est-à-dire qu'à paramètres d'entrée identiques, il va produire la même allocation d'actifs, ce qui est tout à fait souhaitable dans le cadre de cette étude. De plus, il est adapté aux espaces et aux environnements d'action continue, ce qui est le cas du modèle épargne. Ensuite, nous gagnons en efficacité grâce à l'expérience replay, qui va réduire le temps de calcul lors de la phase d'entraînement et gommer les effets de corrélation. Et enfin, on gomme et on corrige les effets d'instabilité des modèles de réseau de neurones grâce au réseau acteur critique cible. Maintenant que nous avons introduit le sujet, passons maintenant à la description de la méthodologie de travail, avec en premier lieu la phase d'entraînement. En effet, le DPG requiert, comme tout type d'algorithme de machine learning et plus particulièrement de reinforcement learning, une phase d'entraînement. Pour cela, je vais donc définir en premier lieu les objectifs de cette phase d'entraînement. Donc le modèle va avoir à fournir 4 allocations d'actifs projetées sur 40 ans, 3 allocations avec un entraînement dit risque neutre et une allocation avec un entraînement risque réel. Je reviendrai sur cette terminologie un peu plus tard. Chaque allocation aura pour but d'optimiser des métriques qui lui sont propres. Et enfin, nous conduirons une analyse de performance entre les différentes allocations afin de statuer de leur performance dans un cadre risque neutre. Je vous invite maintenant à vous pencher sur le schéma à droite. Donc nous avons en premier lieu l'instanciation des différents modèles, donc 3 en risque neutre, 1 en risque réel. Ensuite, voici les différentes métriques retenues pour cette étude. Dans le cadre risque neutre, nous avons la PVP, le SR de marché et le couple PVP-SR de marché.
Ensuite, nous avons en SQL le couple TRA richesse latente. Ensuite, chacun des modèles va donc passer dans sa phase d'entraînement afin d'optimiser les différentes métriques qui lui sont allouées. Et enfin, nous retrouvons donc cette analyse de performance entre différentes allocations en univers risque neutre. Enfin, un dernier point sur la phase d'entraînement. Il faut le savoir que chacun des modèles est entraîné sur 200 épisodes avec 1000 simulations par épisode, ce qui fait un ensemble de 200 000 trajectoires uniques, permettant ici de pouvoir explorer efficacement l'ensemble de l'espace des actions. Enfin, on introduit un processus de bruit, le bruit d'Ornstein-Uhlenbeck, afin d'explorer efficacement l'espace des actions. Maintenant que nous avons décrit les objectifs de la phase d'entraînement, passons maintenant à la phase de paramétrage. En effet, ce type de modèle requiert un paramétrage afin d'orienter le modèle pour qu'il respecte les exigences de l'assureur. Pour cela, on définit en premier lieu le paramétrage des actions, avec ici le tableau à gauche des différentes bornes des actifs, une borne inférieure et supérieure, afin d'être en adéquation avec les stratégies usuelles du marché. Puis nous introduisons une contrainte sur la variabilité de chaque poche d'actifs, permettant de prendre en compte la liquidité de chacun des actifs sur le marché. Ensuite, maintenant, nous passons sur la description de l'espace d'état. En effet, chaque état va donc contenir les valeurs des différentes métriques, donc la PFP, le SR de marché en risque neutre et le TA, richesse latente, en risque réel. Les différents indices de GSE, l'action immobilier et l'obligation projetée sur 40 ans. Et enfin, l'allocation de chaque actif en pourcentage. De plus, introduit comme précédemment, il faut un système pour guider l'agent dans cet environnement, et c'est donc le système de récompense. Pour cela, on introduit deux volets à ce système de récompense. Un premier volet qui va être une pénalité si l'agent ne respecte pas les différentes contraintes sur les actions qui ont été introduites ci-dessus. Et enfin, un système de récompense positive si l'agent arrive à améliorer les métriques qui lui sont associées. Maintenant que nous avons décrit la méthodologie de travail, voyons maintenant l'application du reinforcement learning dans le modèle épargne. Et voici les différents résultats. Je vous invite en premier lieu à vous pencher sur le tableau ici en haut à gauche, qui est la part de chacun des actifs pour les différentes stratégies. Et une première observation qu'on peut voir, c'est que chacun des modèles optimisés respecte bien les différentes contraintes qui lui étaient imposées, notamment sur les bornes de chacun des actifs. De plus, on peut voir les effets de cette remontée brutale des taux d'intérêt avec un modèle qui cherche à augmenter la part obligataire en portefeuille pour chacune des stratégies optimisées. Et enfin, on peut voir également que le modèle s'appuie sur une liquidation massive des plus-values actions, ce qui a pour effet de diminuer le pourcentage d'actions qui se retrouvent en deçà de la part d'immobilier. Et il y a un deuxième effet, c'est qu'en effet, le log rendement immobilier est légèrement supérieur à celui de l'action, et notamment dans un objectif de maximiser la PFP, cela est plus intéressant. Ensuite, je vous invite à vous pencher sur les différents résultats des différentes stratégies par rapport aux différentes métriques. Pour cela, on introduit en premier lieu un indicateur de solvabilité qui est différent du ratio S2, qui est VIF sur SCR, qui représente la santé financière de cet assureur. Et on peut voir avec les différents résultats que les objectifs d'optimisation sont en effet bien remplis. Et on peut voir par exemple que la liquidation des plus actions corrobore bien avec une augmentation de la PVFP pour chacune des stratégies. Ensuite, je vous invite à vous pencher sur la stratégie avec un entraînement dit RSQL, richesse latente et TRA. Ce n'est pas marqué ici, mais elle a permis d'augmenter le TRA, mais par contre, elle n'a pas réussi à optimiser la richesse latente, ce qui montre derrière l'impact de l'environnement d'entraînement dans le modèle. Nous zoomons maintenant sur la stratégie PIV-SR de marché, qui est une stratégie hybride permettant à la fois de concilier performance financière et contraintes réglementaires. Pour cela, je vous invite à regarder la décomposition du différents sous-modules du SR de marché.
avec en premier lieu le SR action qui augmente. En effet, un modèle qui s'appuie sur une liquidation massive des plus-values actions en début de projection entraîne d'ailleurs une surexposition plus importante sur ce module lorsqu'on vient choquer la valeur de marché. Ensuite, une diminution du SR immobilier qui est due tout simplement à un effet volume par la part par la diminution de la part immobilière en portefeuille. Ensuite, l'augmentation de la part obligataire a un double effet. En premier lieu, une augmentation du SR de taux, un SR de taux haussier dû à la part d'obligations plus importante. Cependant, cela a un effet bénéfique sur le SR de spread. En effet, ce choc étant en début de projection, l'apport de nouvelles obligations à des taux plus élevés va contrebalancer ce choc et ainsi diminuer le montant de SR de spread. Ensuite, je vous invite à regarder le graphique en bas à gauche qui illustre ce phénomène de liquidation massive des plus-values actions en début de projection. Et ceci d'ailleurs se retranscrit sur le graphique en haut à droite avec le taux de rendement des contrats euros. On peut observer en premier lieu un premier pic de taux servi à 8 ans qui est un effet modèle. En effet, le modèle ne possède pas de critique de de chronique, pardon, de PB initial et de mécanisme de lissage, ce qui entraîne donc ce premier pic de taux servi à 8 ans. Cependant, on peut voir que le modèle génère différents pics à 11 ans et à 13 ans, ce qui permet une rétention plus importante des assurés en portefeuille et de surcroît de générer un volume de produits financiers plus important. Maintenant que nous avons vu l'application du reinforcement learning, voyons maintenant les différents tests de sensibilité et d'impact sur le modèle. Pour cela, donc, nous avons encore retenu la stratégie PFP et serre de marché pour conduire cette sensibilité. Et maintenant, voyons les deux types de sensibilité, les sensibilités de modèle et économiques. Nous conduirons donc trois sensibilités dites de modèle. Une première sur le nombre d'épisodes d'entraînement, une seconde sur la structure de récompense du modèle, et une troisième sur une métrique plus liée au passif, sur le couple PVFP et CR de souscription. Ensuite, pour ce qui est des sensibilités dites économiques, une première sur les plus-values latentes obligataires sur le modèle, qui représente une situation économique plus favorable pour l'assureur, qui représente une cristallisation de la courbe des taux et qui illustrerait une sortie de la période de taux bas. Et enfin, une seconde sensibilité économique sur un choc de la courbe des taux de moins 100 bips, qui illustre un changement de paradigme, un environnement économique bien moins favorable pour l'assureur. Voici donc la première sensibilité de modèle. Elle a pour but de tester la stabilité et la convergence de l'algorithme lorsqu'on rajoute des épisodes d'entraînement. Et en premier lieu, avec le graphique ici en haut à gauche, cela permet d'observer le coût de calcul suite à l'augmentation du nombre d'épisodes d'entraînement. On peut voir qu'il s'agit d'une légère courbe exponentielle. En effet, l'algorithme étant d'une complexité au moins cubique, ceci explique le coût croissant en temps de calcul. Dans un second temps, on peut voir avec ici le second graphique les différentes métriques par rapport au nombre d'épisodes. Et on peut observer un gain significatif lorsqu'on passe de 50 à 150 épisodes. Mais on peut voir d'ailleurs que l'optimisation s'amenuise lorsqu'on augmente le nombre d'épisodes. Et ceci se retranscrit derrière avec le tableau ici en haut à droite qui montre une variabilité très faible lorsqu'on passe de 200 à 250 épisodes, montrant ainsi la convergence du modèle et sa stabilité. Et donc, au vu du ratio, enfin du couple temps de calcul, optimisation des métriques, le scénario 200 épisodes est retenu comme dans le scénario central. Ensuite, voyons donc la deuxième sensibilité de Dinomel sur la structure de récompense. En effet, dans le scénario central, nous privilégions aucune des métriques par rapport à une autre. Par exemple, dans le couple PIFP et serre de marché, chacune des métriques avait un poids associé de 0,5. Et le but ici est d'observer le comportement du modèle lorsqu'on favorise une métrique par rapport à une autre. C'est pour cela que nous allons tester les différents jeux de poids ici. Et donc voici les différents résultats de cette sensibilité en bas à gauche. Et ce qu'on peut voir, c'est que le modèle privilégiant la PFP n'obtient pas les résultats escomptés.
En effet, cela peut être lié à plusieurs facteurs, notamment un problème d'overfitting, soit que l'optimisation de la PFP a atteint un plateau. Ainsi, il faudrait changer la fonction de récompense pour tenter d'améliorer cette métrique, soit d'augmenter le nombre d'épisodes. Mais de l'autre côté, on peut voir que le modèle privilégiant le SR de marché offre une amélioration conséquente de cette métrique, démontrant ainsi l'impact des poids sur le modèle. Voici donc la dernière sensibilité de modèle sur le couple avec une métrique plus liée au passif, PFP et SR de souscription. Et on peut voir ici avec la poche, avec les différentes poches d'actifs par stratégie, c'est que le modèle se désintéresse pour optimiser le coût PFP et SR de souscription des obligations pour investir en immobilier et en actions. En effet, dans les deux cas, dans la stratégie optimisée et dans la stratégie de référence, le SR de souscription est grandement dominé par le rachat et plus particulièrement par le rachat massif. Effectivement, en début de projection, la liquidation d'un volume important de l'encours du portefeuille expose à la réalisation de moins-values obligataires et donc à une perte d'opportunité tout au long de la projection. Cela résulte donc que l'assureur est limité en termes de volume dans son investissement, notamment dans des nouvelles obligations à des taux d'intérêt plus élevés, permettant derrière d'améliorer son résultat financier. Et ce qu'on peut voir ici derrière avec les différents résultats de cette sensibilité, c'est qu'en premier lieu, donc, les différents objectifs de cette sensibilité sont remplis. L'augmentation de la PVP, une diminution du VSR de souscription. Et l'amélioration du VSR de souscription, c'est donc faite par le biais d'une diminution du VSR de rachat massif. En effet, dans la stratégie optimisée, la vente de plus-value action joue un rôle clé en contrebalançant les moins-values latentes importantes sur les obligations, permettant ainsi de maintenir les assurés en portefeuille pour générer un volume de produits financiers supplémentaires. Et derrière, cette rétention s'illustre ici avec le graphique en haut à droite. En effet, le taux de rendement des contrats avec le modèle optimisé est plus important en année 11, ce qui permet derrière d'être en phase avec une optique d'optimisation de la PV-IFP. Voici donc la première sensibilité économique. Donc l'objectif de ces sensibilités est de déterminer la capacité d'adaptation du modèle face à des changements d'environnement économique distincts. Donc la première sensibilité sur les plus-values latentes obligataires du modèle. Pour ce faire, en se basant sur la situation économique au 31/12/2021, un benchmark a été réalisé auprès des différents assureurs et ça a permis de définir les plus-values initiales comme suit, ici à gauche. Et on peut voir ici derrière qu'il s'agit d'un environnement économique beaucoup plus favorable pour cet assureur, avec la décomposition du SR de marché avec ses différents sous-modules. Et les différents sous-modules, on peut voir que ils diminuent tous, ce qui illustre derrière une situation économique beaucoup plus favorable pour l'assureur. Voici donc les différents résultats de cette sensibilité. Avec en premier lieu, en haut à gauche, la décomposition par poche d'actifs pour les différentes stratégies. Et il est notable de voir que la stratégie PVP SR de marché ne privilégie pas autant les obligations comparativement à la stratégie en moins-value latente PVP SR de marché. Par contre, de manière similaire, elle réalise massivement les plus-values actions, mais avec une moins grande importance, ce qui permet derrière de se désensibiliser à ce sous-module du SR de marché. Et donc, ce comportement suggère d'une part une diminution du SR action, car le portefeuille étant proportionnellement moins exposé au choc des actions que la stratégie de référence, et d'autre part une exposition accrue au risque de hausse des taux due à l'augmentation de la part obligataire. Et donc, la décomposition du SR de marché illustre bien ces propos, avec donc une forte diminution du SR action, tandis qu'on a une explosion du SR de taux, un SR de taux haussier. Ensuite, je vous invite donc à regarder ce graphique en haut à droite avec la VIF, le SR de marché et l'indicateur de solidité dont je rappelle est VIF sur SCR. Et on peut voir notamment qu'il s'agit d'un environnement économique bien plus favorable car on observe une augmentation de la VIF pour la situation avant et après PV latente. Et de plus,
On peut voir donc que les objectifs d'optimisation du modèle sont respectés, avec donc une augmentation de la PFP et une baisse de SR de marché, ce qui se retranscrit derrière par une amélioration de l'indicateur de solvabilité, et donc permettant derrière de montrer la capacité du modèle à tirer profit de conditions économiques bien plus favorables. Ensuite, passons maintenant à la deuxième sensibilité dite économique, sur un choc de la courbe des taux de moins 100 bips. Pour ce faire, la courbe de taux initiale de l'étude a été ajustée par un choc de moins 100 bips. Ce choc a été choisi pour générer des impacts significatifs sur l'actif et le passif de l'assureur, en suivant la méthodologie de l'IOPA. Cela a permis donc de construire la courbe de taux suivante. Et on peut voir ici, avec la décomposition du SR de marché et de souscription, qu'il s'agit cette fois-ci d'une situation moins favorable économiquement parlant. En effet, nous avons donc l'apparition d'une sensibilité aux baisses de taux et une nette réduction de la sensibilité aux des taux, même s'il s'agit encore d'un SR haussier. Mais cela a un effet pervers. En effet, on perd donc en diversification et derrière, ce qui induit une hausse du SR de marché et donc une situation économique moins favorable pour cet assureur. Voici maintenant donc les différents résultats de cette sensibilité. Et une première remarque est donc l'impact significatif du choc des taux sur l'allocation d'obligations. En effet, les nouvelles obligations sont bien moins intéressantes pour le modèle car elles sont tout simplement moins intéressantes. Donc, dans une optique d'optimiser la PFP, c'est moins intéressant. De plus, je vous invite à regarder donc la décomposition du SR de marché et on peut voir que le SR immobilier diminue également, malgré une part en moyenne de 8% contre 7,48% pour la stratégie de référence. Cette situation résulte d'un effet où le modèle privilégie les investissements immobiliers en début de projection, permettant ainsi de générer des montants de produits financiers plus conséquents, ce qui permet de surcroît de diminuer le SR de marché. Enfin, je vous invite à regarder les différents indicateurs économiques ici en haut à droite, la VIF, le SR de marché et l'indicateur de solidité. Et on peut voir que les effets négatifs de ce changement économique se font ressentir. Mais malgré cela, la stratégie optimisée permet par le biais d'une liquidation des plus actions d'améliorer l'indicateur de solvabilité, ce qui prouve la capacité de l'algorithme avec un changement défavorable de cet environnement de s'adapter et derrière montre sa capacité de résilience face à différents types d'environnements économiques. Maintenant que nous avons conduit ces différents tests de sensibilité et d'impact, passons maintenant à la conclusion afin de statuer de la pertinence d'une solution par reinforcement learning. Donc, voici la synthèse. Je rappelle tout d'abord le point de départ de cette étude. Le but était de proposer à l'assureur une alternative à sa stratégie d'allocation d'actifs en employant le reinforcement learning. L'approche, dans un contexte de taux élevé, a pour but d'optimiser son rendement financier tout en assurant la conformité avec les exigences réglementaires. Donc, nous avons commencé par définir les différentes métriques d'optimisation, puis la méthodologie d'entraînement. Ce qui a permis derrière, en appliquant le modèle No Reinforcement Learning dans le modèle épargne de cet assureur, de déceler le couple PIF-P et SR de marché comme une stratégie potentielle. Et enfin, par le biais des différents tests de sensibilité et d'impact, nous avons pu voir la robustesse de ce type de modèle et leur pertinence. Maintenant, voici les différents axes d'amélioration et compléments de cette étude. Il faut savoir que ce type d'algorithme de reinforcement learning peuvent présenter des durées d'entraînement qui peuvent s'avérer conséquentes. Et donc, dans une politique d'industrialisation de ce type de modèle, il faudrait repenser et revoir les infrastructures afin de pouvoir gérer ces temps de calcul. De plus, une approche par grid search aurait pu être conduite afin de trouver une combinaison optimale d'hyperparamètres et notamment aussi pour pouvoir faire des sensibilités croisées. Et enfin, pour aller plus loin, nous pourrions voir ce type d'algorithme de reinforcement learning être intégré dans des processus stratégiques de type ORSA, par exemple. Mais aussi, nous aurions pu inclure aussi pour les différentes métriques d'optimisation des métriques plus liées au passif, et notamment le taux de rendement des contrats euros. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas si vous avez des questions.
Une première question, est-ce que vous pouvez élaborer sur le besoin d'ajouter un processus d'Ornstein-Uhlenbeck? En effet, ce processus de bruit, il sert notamment dans le processus d'entraînement à explorer l'ensemble des allocations possibles. Parce que au départ, le modèle se retrouve avec une allocation initiale et il ne sait pas finalement comment gérer les différents pourcentages d'allocation. C'est pour ça qu'on l'aide à changer les différents poids d'allocation à l'aide notamment d'un processus de bruit, ce qui permet derrière d'explorer les différents pourcentages d'allocation possibles. Et derrière, le modèle va regarder par le biais du système de récompense laquelle des allocations maximise tout simplement la récompense et les différentes métriques qui lui sont associées. Une deuxième question, liquider les plus-values actions en début de projection ne détruit pas de valeur sur le long terme? Si un des défauts du modèle, je pense, c'est qu'il possède, enfin non, justement, il y a une absence de mécanisme de lissage qui permettrait d'éviter justement ce phénomène abrupt qui fait chuter la part d'action de 19% à pratiquement 6% en troisième année de projection. Bonjour, pas de sensibilité, pardon, c'est que les questions arrivent, désolé. Pas de sensibilité sur le passif, les effets sont non significatifs. Non, c'est plutôt un parti pris de l'étude plutôt se pencher sur les différents phénomènes à l'actif plutôt qu'au passif. Comment l'environnement a-t-il été codé? Y a-t-il des hypothèses prises pour simplifier l'environnement? Pour le coup, ce n'est pas vraiment codé. L'environnement, c'est plutôt, l'environnement, c'est tout simplement le modèle d'épargne entier, tout simplement. Il n'y a pas une histoire de simplification. C'est juste, il faut voir ça tout simplement comme on dépose l'agent dans le modèle épargne actuel. Et ensuite, derrière, l'agent va voir, en bougeant les différents pourcentages de sa stratégie d'allocation d'actifs, qu'est-ce qui bouge dans l'environnement et donc dans le modèle épargne, et voir derrière les différents liens et qu'est-ce que ça importe justement de bouger un pourcentage d'allocation d'actifs. Est-ce que vous prenez en compte une mesure du risque en parallèle de votre objectif d'optimisation? En fait, on pourrait effectivement, on pourrait rajouter plusieurs métriques d'optimisation, on pourrait en rajouter autant qu'on veut. Pour l'instant, moi, je me suis limité qu'à deux métriques, mais il faut savoir que le fait de rajouter des métriques d'optimisation en plus dans ce modèle, sachant que c'est déjà des types de modèles qui sont très coûteux en termes de temps de calcul, et ben en fait, ça va rajouter de la complexité. Et vu que je parlais d'ailleurs de tout à l'heure de complexité cubique, ceci va juste croître de manière exponentielle et exploser le temps de calcul. Quelles informations donne-t-on pour nourrir l'agent? En fait, il s'agissait, je peux remettre dans la présentation, tout simplement, ce sera plus clair. Pour nourrir l'agent, ce qu'on fait, nous, c'est que ce qui nourrit l'agent, c'est l'espace d'état. Et l'espace d'état, il contient ces différentes valeurs, donc les différentes valeurs des différentes métriques, les indices des GSE et l'allocation de chaque actif. Et c'est comme ça que derrière, que l'agent, en bougeant les différentes allocations de chaque actif, il va voir donc les valeurs des métriques changer et aussi les indices de GSE et voir un petit peu qu'est-ce qui implique quoi finalement. Bonjour, en quoi la solution par reinforcement learning est plus efficace que d'autres algorithmes de machine learning plus classiques? En effet, ce qui est bien avec les solutions par reinforcement learning, c'est leur capacité d'adaptation et ils sont plus modulables que des algorithmes de machine learning classiques. Et il y a un autre point aussi, c'est qu'ils prennent en compte la dimension temporelle Donc sur une projection de 40 ans, l'algorithme, il va se souvenir des actions qu'il a prises en instant T-1, T-2, etc. Ce qui n'est pas le cas dans un algorithme de machine learning classique. Et derrière aussi, ce qui est pas mal, c'est le fait de pouvoir choisir des métriques d'optimisation qui sont, on va dire, interprétables et qui sont très pratiques, entre guillemets. Le fait de pouvoir choisir la PFP, le SR de marché comme ça donne une dimension plus pratico-pratique dans le domaine de l'assurance. Bonjour, quelle est la fonction de perte que vous avez utilisée? C'était la Q function dont je parlais tout à l'heure. C'est une fonction inhérente aux algorithmes de reinforcement learning qui évalue la qualité de l'état à un instant T. Tout simplement, elle va mesurer la métrique à l'initial, à l'instant T T0, et la métrique maintenant avec un instant T projeté.
C'est-à-dire un moment où l'algorithme aura évolué, je ne sais pas moi, pendant 5 ans, il va mesurer à la métrique à 5 ans et la métrique à un temps initial et voir la différence, est-ce qu'il a réussi à l'améliorer ou pas. Une réalisation possible avec des dérivés d'adossement tels que des contrats forward et swap. Effectivement, c'est possible de rajouter d'autres actifs en portefeuille. Effectivement, c'est juste, comme je le disais précédemment, plus on gonfle le système d'information que l'agent doit ingérer derrière, plus ça risque d'être coûteux en temps de calcul, tout simplement. Est-ce que la cible de duration du portefeuille d'actifs est prise en compte? Non, parce que tout simplement, le modèle épargne que nous avions ne prenait pas en compte ce type de données. Je crois que c'est à peu près tout. Donc, je vous remercie à tous pour vos questions et pour avoir assisté à cette présentation. Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup.